dans des podcasts par la suite pour ceux qui veulent le revoir. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Je vous propose, je vais commencer le screen share. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci, a priori non, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, nous sommes bien aujourd'hui sur le webinaire qui va durer 1 heure sur innover en s'appuyant sur la Chine. Sont avec nous aujourd'hui mes co-présentateurs de qualité que je vais laisser se présenter. Je t'en prie, Lucille, c'est à toi. Bonjour à tous, Lucille Nury, je suis chargée de développement pour BPI France, basée à Singapour. Notre rôle avec Elodie Baria, on est 2 personnes présentes à Singapour pour le développement des activités de BPI France en Asie-Pacifique. Alors quand on parle d'Asie-Pacifique, on parle d'Asie du Nord-Est, de l'Inde, de l'ASEAN et de l'Océanie. Donc on accompagne les entreprises françaises à venir s'implanter dans la zone grâce à des solutions de financement ou à l'accès à notre réseau qu'on a créé au fur et à mesure du temps et qui permettent en fait d'accélérer votre déploiement à l'international. Merci beaucoup, Lucille. Bruno? Merci Camille, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bruno Rongier, je suis avocat et basé à Shanghai depuis environ 18 ans. J'ai créé un cabinet qui s'appelle LIF et dans le cadre de mes activités, j'ai développé une équipe franco-chinoise qui aide des entreprises européennes principalement à s'implanter en Chine et à utiliser l'innovation, et on va en parler. Merci beaucoup, Bruno. Le témoignage et la star de la journée, Hervé, je t'en prie, c'est à toi. Alors, Hervé, on ne t'entend pas. Est-ce qu'il y a un... Voilà, Ouais, j'avais coupé mon micro, c'est pardon. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Boeuf, je suis le CEO de Tiamat. Tiamat est une entreprise qui fabrique des batteries dont la matière première, à contrario de tout ce qui se fait en lithium-ion aujourd'hui, est le sodium-ion, donc des matériaux disponibles qui ne dépendent pas de supply critique et géostratégique. Et ce que je vous présenterai à la fin, c'est finalement le travail que l'on a fait avec VVR en particulier pour industrialiser notre technologie sur des moyens existants en Asie, puisque nous savons fabriquer ce format-là et nous avions besoin de ce format-là. Et l'ensemble de l'écosystème qui nous y a aidé également pour pouvoir obtenir ces produits en sous-traitance aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je propose de passer directement dans le vif du sujet. Donc, on va avoir aujourd'hui 4 grands thèmes. La Chine, centre d'innovation du monde, hein. Le deuxième thème qui est essentiel, c'est comment sécuriser son IP, comment se protéger, hein. Faire du business, c'est bien, mais protéger son IP, c'est essentiel par justement le spécialiste et le cabinet LIF. Ensuite, BPI va nous expliquer toutes les solutions de financement qu'il propose, d'assurance pour justement aider à développer son innovation et sécuriser son IP en Chine. Et pour assurer tout cela, Tiamat viendra expliquer la réussite de sa société avec cet écosystème. Alors, la Chine, pourquoi est-ce qu'on parle de centre d'innovation du monde? Alors, petit point, j'ai mis une slide, on va dire commerciale, hein, VVR International pour vous expliquer qui on est. Donc, VVR International, cabinet de conseil et de services spécialisé dans l'assistance au développement industriel et commercial en Chine. On a 80 collaborateurs, on a aidé plus de 900 sociétés et on a géré plus de 200 projets industriels et capitalistiques en Chine. Et on a créé un réseau qui s'appelle Globaliance, hein, qui propose des services d'assistance au développement à l'international dans différents pays. Et bien sûr, on est partenaire de différents fonds, notamment BPI et Pramex. Alors, ceci étant dit, le premier point qui est intéressant de voir, c'est cette évolution de la Chine. Alors, en 23 ans de Chine, quand j'ai commencé la société, d'ailleurs, VVR, la Chine était devenue l'usine du monde, hein, avec l'arrivée de la Chine dans l'OMC, 2001, gros développement industriel, je ne reviens pas de là-dessus. D'ailleurs, nous, au départ, entre 99 et 2008, on était un énorme bureau achat qualité pour gérer des fournisseurs, de la sous-traitance et monter des usines. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, avec la Chine est devenue, grâce à sa croissance continue,
le deuxième plus grand marché du monde d'importation, hein, avec plus de 31% des importations mondiales. Non, elles ont augmenté de 31% depuis 2008. Hein, donc ça, c'est un point important pour atteindre là aussi à peu près 100 milliards de dollars en 2015. C'est là d'ailleurs où nous, au sein de VVR, on a créé le département distribution B2B, B2C pour aider les sociétés françaises à se développer commercialement en Chine. Et la troisième évolution de la Chine, c'est 2010-2020, la Chine qui devient la banque du monde. Donc pour information, l'investissement direct chinois à l'étranger a été multiplié par 10 quasiment en 10 ans. Donc c'est énorme. Comme vous le savez, la Chine, c'est plus de 1300 milliards de bons au trésor américain, ce qui en fait vraiment le premier financeur des États-Unis. Et bien sûr, l'AIB, qui est cette banque asiatique sociale de plus de 100 milliards de dollars de capital social. Donc vraiment la Chine qui s'impose comme un financeur. Et la dernière évolution que l'on voit, c'est la Chine qui devient le centre d'innovation du monde. Donc je rappelle, et on va y revenir dessus, les GAFAM chinois, donc Batix, hein, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui se développent dans plus de 20 industries émergentes. Et chose incroyable, et ça j'ai voulu mettre ce chiffre ici, la Chine en 2021, c'est 418 milliards de dollars d'investissement dans la R&D, soit 2,4 de son PIB, 2,4%. Pour information, c'est 55 milliards de dollars pour la France, avec 2,2% de son PIB, hein, ce qui revient à peu près en pourcentage de PIB, mais bien sûr n'est pas du tout équivalent. Donc on voit bien que la Chine devient le centre d'innovation du monde, comme il est devenu l'usine, le marché et la banque du monde. Et d'ailleurs, chez VVR, on a développé VVR Médical sur cette partie innovation. Et on a développé beaucoup l'activité recrutement et M&A. Alors, ceci étant dit, si on regarde la Chine, il faut penser Chine par top-down. La Chine, c'est un dirigeant, c'est un gouvernement qui influe, qui impose des directions, qui impose des plans à 5 ans. Et donc, il faut absolument écouter ce qui est dit au niveau du gouvernement pour savoir comment la Chine va évoluer. Finalement, les gouvernements chinois, comme beaucoup de gouvernements un peu autoritaires, disent ce qu'ils font ce qu'ils disent, hein, étonnamment. Et donc, si on regarde Xi Jinping, depuis 2015, il parle de l'innovation scientifique au centre du développement, mais il le rappelle en 2020. Et chose très importante, en 2022, là, très récemment, en avril, au Boao Forum, Xi Jinping a reprécisé, c'est un point important, que la construction de la Chine devait se poser sur une construction d'une économie mondiale ouverte, sur le fait de suivre les tendances générales de la mondialisation économique, sur le fait d'accélérer la croissance dans la science et la technologie, de préserver et stabiliser les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial, et de faire un développement mondial équilibré, coordonné et inclusif de la Chine dans le monde. Donc ça, c'est très positif. Ça montre que Xi Jinping, malgré ce qu'on craignait, a cette vision, et en tout cas lui et le gouvernement ont cette vision de développer l'ouverture de la Chine post-Covid. D'ailleurs, ça se traduit tout de suite dans les avantages fiscaux, des politiques préférentielles, des aides réglementaires, et ça se traduit opérationnellement au niveau des universités, des chercheurs, sur des publications scientifiques, plus de 2 millions en Chine en 2020 contre 800 000 aux États-Unis. Hein. Donc la Chine a déjà dépassé les publications scientifiques des États-Unis. Je vais même aller plus loin. On a participé à un projet finalement peu connu, mais une instance gouvernementale chinoise, une maison d'édition, a racheté un des leaders français de la publication scientifique, hein, EDP Science. Donc on voit qu'il y a cette volonté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez les Américains qui sont très connus et qui eux-mêmes essayent de prendre position en Europe sur la publication scientifique. Donc les Chinois sont très investissent fortement là-dedans. Les enregistrements scientifiques, elles ont plus que doublé, hein, pour atteindre le 2 millions dont j'ai parlé, et l'export devient de plus en plus high-tech, hein, au niveau de la Chine, notamment dû à une volonté gouvernementale et à la croissance des salaires. Donc si on regarde bien, la situation actuelle, post-Covid, ça incite à croire à un repli de la Chine. On dit avec la Chine, et on entend beaucoup ça, la Chine se replie, mais en fait la vision du gouvernement, les discours et les actions vont beaucoup plus vers une ouverture, mais une protection et un soutien fort aux entreprises qui sont localisées en Chine. Alors,
Je vais accélérer un peu, mais là, c'est deux graphes qui parlent vraiment d'eux-mêmes. La Chine, c'est 180 licornes mondiales versus 554 aux États-Unis, mais qui dépassent déjà l'Europe. Et si on regarde au niveau des brevets, la Chine dépose plus de brevets que l'ensemble du reste du monde réuni. Par contre, si on fait un focus sur les brevets, on s'aperçoit que c'est les brevets résidents qui explosent, hein. On voit là la Chine qui explose par rapport à ce qui peut se faire chez les autres. En quantité, on est à plus de 500, enfin 450 000 contre 200 000, 300 000 pour les États-Unis. Par contre, en termes en nombre de brevets, on va dire internationaux, là la Chine n'est que quatrième, mais on voit une croissance. Donc cette Chine qui génère du brevet énormément. Bruno en parlera mieux tout à l'heure. Maintenant, si on regarde l'investissement direct étranger en Chine, on s'aperçoit qu'il y a une croissance phénoménale de l'industrie des services, de la high-tech et de la R&D. Ce n'est pas pour rien que de très nombreuses sociétés internationales font de la Chine un de leurs grands centres de R&D et investissent massivement en Chine sur cet aspect-là. Et Alors, j'ajouterais, Camille, ce qui est important de bien savoir, c'est que les investissements continuent de croître jusqu'à l'année dernière. On entend souvent dire que l'investissement reflue. Or, en fait, comme tu dis, 480 milliards, peut-être même, c'était, je crois, 340 milliards d'US dollars d'investissement l'année dernière. C'est une année record, sans compter les réinvestissements des profits des grands groupes. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un point important. 2021, c'est l'année record de l'investissement direct étranger en Chine. Ça a été d'ailleurs expliqué et reprécisé beaucoup par les autorités pour dire, attention, la Chine continue, l'internationalisation est essentielle pour nous. Alors, la Chine est en train de devenir le plus grand marché et c'est une opportunité pour les sociétés européennes. C'est 20% du PIB mondial, ça va atteindre 26% du PIB mondial, on imagine. Les capitaux étrangers, l'investissement vont passer de 30 à 35, faisant de la Chine le premier pays receveur de capitaux étrangers, c'est ce qu'on dit. Et surtout, la Chine représentera 22% de la consommation en valeur absolue, et valeur absolue high-tech, qualitative. Donc, des produits, des innovations françaises ont leur place, médicale notamment, et autres ont leur place en Chine. La vision que l'on a, elle est simple. C'est que l'Europe et la Chine sont des partenaires dynamiques. L'Europe est très dynamique d'un point de vue R&D, innovation, brevet. On ne va pas y revenir et vous le savez. Mais en revanche, si on regarde la balance, la Chine est devenue en 2020 le premier, ou est devenue, en tout cas était en 2020 le premier partenaire de l'Union européenne en valeur. Elle a dépassé les États-Unis. Mais si on regarde, le problème, c'est le déficit de cette balance, plus d'importation que d'exportation. Alors bien sûr, certains diront que pour remédier à ça, on va protéger nos frontières de ces méchants achats chinois. Je dirais que ça intéresse tout le monde d'acheter en Chine, notamment les gens qui achètent des biens de consommation chez Decathlon ou autres. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que la protection est une chose, mais c'est surtout comment booster les exportations. Et notre expérience et notre vision, c'est que l'Europe doit s'appuyer sur la Chine pour accélérer le développement de son innovation. Parfois, on est un peu lent sur le développement de son innovation et surtout par là, inverser le solde de la balance commerciale. Alors, le comment, je vais en profiter pour donner 3 business cases qui montrent le comment. Comment faire cela et qui sont très, très parlants. Le premier business case, c'est le cas d'un de nos clients qui est dans l'énergie éolienne et qui avait des difficultés, qui avait un prototype validé, donc qui était en TRL 7 et qui avait énormément de difficultés à passer en 8 et en 9. Et pourquoi? Parce que grosso modo, il n'arrivait pas à avoir accès à des fermes pilotes et à des investissements des gouvernements. De l'autre côté, la Chine, elle est toujours prête, puisque vous avez des régions qui se font un peu la guerre, à lancer des pilotes sur des technologies innovantes. Et elle a du mal à innover. On l'a bien vu, elle développe beaucoup de l'innovation en interne, mais elle n'est pas encore au niveau de l'innovation européenne. Et c'est là, et c'était un exemple là, mais j'ai énormément de clients qui font ça, c'est-à-dire qu'ils vont passer de TRL7 et aller TRL8, TRL9 en Chine en utilisant les pilotes, les financements, les projets gouvernementaux et privés chinois pour valider, développer et attirer des investisseurs et de la production en Chine.
L'autre avantage, c'est qu'en faisant ça, ils développent aussi une base parfois de production de composants, hein, pas globale, qui peuvent être assez attractifs et qui leur permet de résoudre des problèmes industriels. Grosso modo, parfois, ils n'arrivent pas à produire en série leur technologie en Europe. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on en voit beaucoup. Le deuxième cas que je veux présenter, c'est une ETI française, 300 millions d'euros, une société d'ingénierie qui a besoin d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ses concurrents, et tout se joue dans les capteurs qui permettent de faire travailler leur équipement. Eh bien, ils sont venus en Chine acheter une technologie chinoise qui est performante et très performante d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue fonctionnel, et très performante d'un point de vue de prix. Et finalement, ils viennent acheter de la technologie chinoise pour être compétitifs au niveau mondial. Donc ça aussi, c'est un autre aspect, l'acquisition de techno en Chine pour être puissant en Chine et au niveau mondial pour des ETI. Ça fonctionne de plus en plus. Et le troisième cas, c'est le cas d'Hervé, que je ne vais pas préciser, il en parlera mieux que moi. Donc, en conclusion, je dirais que la Chine, c'est la culture du jeu de Go, hein, vous le savez. Pour réussir, il faut être en mouvement, il faut avoir des capacités d'action, on doit être au centre, donc la capacité doit être au centre de la stratégie de développement. L'accès à l'information, son contrôle, ça c'est vraiment stratégique, il faut capter de l'information, la contrôler, l'analyser. Et finalement, il ne faut pas avoir un savoir-faire unique, il faut vraiment mettre en place les compétences pour contrôler tout ça, et notamment, pour avoir le combo gagnant, développer la Chine dans de bonnes conditions en protégeant son IP. Et sur ce point-là, je laisse l'expert parler de ça. Je t'en prie, Bruno, c'est à toi. Merci Camille. Quand on parle d'IP, je crois qu'il faut d'abord parler de l'approche. Et c'est vrai qu'on voit souvent la propriété intellectuelle comme le moyen de se créer un monopole pour exploiter un marché. Et en Chine, on a une vision un peu différente. On observe que les acteurs peuvent aussi utiliser l'IP comme une mine et créer des champs de mine pour empêcher les concurrents d'avancer. Et tu parlais du jeu de Go, Camille, je crois que c'est une forme de cette intelligence et de cette manière d'approcher la propriété intellectuelle comme une arme juridique. Alors si tu peux avancer sur les slides. Nous sommes en Chine, donc je vous disais, je suis en Chine depuis 18 ans et j'exerce donc comme avocat d'affaires depuis 2004 en Chine. J'ai eu l'occasion d'accompagner des groupes et des PME dans leurs projets de partenariat stratégique, dans leurs projets d'acquisition. C'est le cœur de notre métier. Et on est une équipe aujourd'hui qui est constituée d'avocats français et chinois qui aident et qui participent à ces négociations. Et quand on lance un dossier, quand on commence à étudier une JV par exemple, souvent ou un partenariat pour une distribution, une franchise, souvent en fait ce qu'on regarde en premier, c'est est-ce que les IP ont été protégés. Et parfois on trouve que oui, mais souvent on trouve que non. Et dans des groupes parfois qui sont très sophistiqués, matures, eh bien on voit que la protection sur le territoire chinois a été négligée. Alors, on a un exemple un peu emblématique, c'est l'affaire Schneider en 2009. C'est l'exemple de l'utilisation de l'API pour sortir un concurrent du marché où Shint, un acteur chinois, va protéger une espèce d'interrupteur dans le cadre de utility model, qui sont une forme de brevet, et attaquer Schneider en contrefaçon. Schneider va être condamné à la somme d'une indemnité de 50 millions de dollars, donc ce qui est une somme qui a traumatisé les opérateurs. Les sommes vont être réduites ensuite, mais voilà, on voit régulièrement des actions, et on le voit aussi aux US, on voit dans d'autres juridictions, mais on voit que les acteurs chinois ont compris que les IP pouvaient être une arme de guerre économique et vont pouvoir les utiliser pour non pas garder un monopole, mais plutôt pour vous sortir du marché. Et on a vu comme ça des acteurs qui n'avaient pas enregistré leur marque et se font sortir des deals de distribution du marché. On l'a vu dans le cadre notamment d'acteurs de fabricants de chaussures américaines qui sont expulsés littéralement après des décisions de justice.
Le gros de ce contentieux, il faut comprendre que c'est d'abord un contentieux entre Chinois. Hein. C'est pas, on a souvent l'impression qu'on vise les acteurs étrangers. En réalité, le gros du contentieux, c'est Tencent contre Xiaomi. C'est les acteurs chinois qui sont les premiers d'ailleurs à se combattre grâce aux IP. Alors, quand on parle d'IP, propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? La première des choses, petit rappel de base, en Chine, quand vous protégez votre marque, hein, on peut protéger des marques, des brevets, on peut protéger des logiciels, on peut protéger des secrets d'affaires. Bon, alors, quand on protège une marque en Chine, ce qu'il faut avoir en tête, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous la protégez sur le marché de la Chine continentale. C'est une protection territoriale. Ça ne veut pas dire que vous avez protégé votre marque à Hong Kong, ni à Taïwan, ni à Macao. Premier rappel. Ensuite, le droit chinois dit que c'est le premier arrivé qui est le premier servi. Ce qui veut dire que si vous ne protégez pas votre marque lorsque vous allez sur un salon, ben vous pouvez avoir quelqu'un qui va identifier votre marque comme une marque intéressante ou intéressée par le marché chinois et l'enregistrer. Et ensuite, l'utiliser et vous exclure du droit de distribuer en Chine. Ensuite, quand on parle de brevet, on a évidemment le brevet d'invention en tête, qui nécessite de la nouveauté avant d'être enregistré. Donc, il y a un contrôle a priori. Et vous avez en Chine une autre forme de brevet qui s'appelle le Utility Model, qui offre une protection jusqu'à 10 ans, qui est en fait un outil assez simple de protection, puisqu'il n'y a pas de contrôle a priori. Donc, on le voit très souvent déposé pour protéger des inventions, et c'est une protection qui est assez simple, qui est assez rapide, pas très onéreuse. Donc, c'est quelque chose qui peut très facilement être intégré dans un budget et être utilisé à des fins de protection, mais aussi comme un junk patent, c'est-à-dire une vraie arme juridique de guerre économique. Ensuite, si tu veux bien aller sur le slide d'après, évidemment, pensez à protéger. Alors, il y a un slide juste avant qui est... il y a un slide avant qui est sur les logiciels, voilà, les logiciels et les droits d'auteur. Donc, si vous avez des techs, notamment dans la robotique, vous pouvez avoir du hardware et du software. Toujours penser à la protection des softwares pour des raisons d'abord de protection et de conservation du droit, mais aussi afin de pouvoir procéder à des formalités type facturation de licence ou utiliser aussi le droit comme un moyen, comme un actif qui permettra de mettre en place des contrats interco entre votre société en Europe et une filiale en Chine ou un partenaire en Chine. Ensuite, ne pas négliger les secrets d'affaires. Hein, n'oubliez pas que tout contrat, on peut protéger des secrets d'affaires dans une certaine limite. Mais il faut mettre les process en place qui permettront de le faire. On pourra en parler plus tard si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, le secret d'affaires se protège, pas le savoir-faire. N'oubliez jamais ça. Et évidemment, la Chine est un pays où vous avez un contrôle administratif assez dense lorsque vous faites des opérations. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous avez en tête de faire un transfert de technologie, ces contrats peuvent être soumis à des filings auprès des autorités. Ces contrats, lorsqu'ils donnent lieu à des rémunérations, seront notamment utilisés dans le cadre de la remontée de cash de la Chine vers l'Europe, dans le cadre des opérations de contrôle de change. Les contrats doivent respecter un certain formalisme. Leur contenu doit être aussi pensé au sens du droit, mais aussi au sens des bonnes pratiques d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait des améliorations? Qu'est-ce qu'on fait des updates? Donc, ne pas se lancer dans ces contrats sans avoir pris le temps de consulter des spécialistes. On a vu, par exemple, des opérations malheureuses où on parlait vraiment de transfert de technologie, c'est-à-dire que les gens avaient cédé leur technologie, s'étaient engagés à la céder, au lieu de la donner en licence, c'est-à-dire en utilisation sur un territoire donné. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a cédé sa technologie, dans le cadre d'un transfert de technologie, on ne peut en théorie même plus l'utiliser dans son propre pays d'origine. Donc attention à ce qu'on dit, attention au concept juridique qu'on emploie si on décide d'y aller sans appui.
Oui, et je voulais juste faire une petite remarque. La négociation d'un contrat, c'est pas seulement le contrat final, c'est tout le long de la négociation, les MOM, les MOU. Et ce qu'il faut comprendre avec le jeu de go chinois, c'est que lorsqu'on a pris un engagement, on a posé une pièce, on peut pas l'enlever. Lorsqu'on est dans un MOM, enfin un Memorandum of Understanding, grosso modo, un accord, un email, vous avez dit OK pour une JV minoritaire, c'est très compliqué après de revenir pour la JV majoritaire, même si on dit, mais tiens, on va mettre plus d'argent, etc., etc. Donc, il faut faire très attention. Il y a un savoir-faire, que ce soit commercial et juridique, qu'il faut maîtriser lorsqu'on négocie avec des Chinois, sinon on se fait encercler et après on a des problèmes dans l'application. Bien sûr, tu as raison. On ne fait pas de négociation en Chine sans s'y préparer de manière très professionnelle. Tu as bien raison. En sachant que les acteurs peuvent être des sociétés privées ou des sociétés d'État, on ne négociera pas de la même manière avec ce type d'acteur, ce profil d'acteur-là. Alors, un autre rappel, donc je disais en introduction que la protection de l'IP, on y renonce parfois en Chine en se disant oui, mais de toute façon, la copie, c'est naturel, la copie, c'est inévitable, et donc je ne vais pas prendre de budget pour protéger ma propriété intellectuelle parce que de toute façon, on me copiera. Et c'est normal. Or, en fait, la première erreur, c'est de croire que les droits qu'on va enregistrer ne servent qu'à lutter contre la contrefaçon. Le droit que vous enregistrez, il vous sert à exploiter votre innovation, il vous sert à exploiter votre marque. Et si vous ne l'enregistrez pas dans le territoire donné, il se peut que quelqu'un le fasse à votre place et vous interdise d'utiliser les actifs que vous aurez créés ailleurs. C'est très très vrai pour les marques. Ne soyons pas naïfs. Il y a un nombre de squatteurs très élevé en Chine, qui sont soit des acteurs chinois, soit même des acteurs étrangers, qui déposent des marques pour vous empêcher de pénétrer le marché. Donc à nouveau, là, on parle vraiment, l'image la plus simple, c'est de mettre une simple barrière. C'est tellement vrai que si j'enregistrais si quelqu'un enregistre la marque d'un tiers, d'une marque française, la tarte à la crème, c'est quelqu'un vient faire une présentation en Chine de ses produits, vient faire un salon, et puis c'est parfois même les journalistes qui couvrent le salon qui vont enregistrer les marques dès la fin de la journée. Donc c'est tellement vrai qu'il suffit au squatteur de déclarer aux douanes qu'il détient la marque en question, et c'est les douanes chinoises qui feront le job d'empêcher l'entrée du produit en Chine. Donc vous êtes complètement barré. Et je vais même aller plus loin. On a un client qui fabrique des composants pour tout ce qui est élévateur et il s'est retrouvé avec un concurrent qui avait déposé sa marque en Chine et qui empêchait ses fournisseurs de lui envoyer des pièces en France en les bloquant aux douanes. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas, les fournisseurs ne pouvaient pas envoyer les pièces parce qu'il y avait le nom de la marque du client français. Donc, faites très très attention. La Chine est structurée pour pouvoir bloquer à l'entrée comme à la sortie des marques qui sont détenues par des concurrents, des squatteurs. Alors effectivement, tu as raison, et c'était d'ailleurs une pratique des sociétés de sourcing ou des fabricants en Chine, c'est de demander en fait, de demander aux sociétés, à leurs clients de déposer les marques, et quand c'est pas fait, elles le font. Donc quelques années plus tard, on fait une étude de la marque parce que le marché de production, comme tu disais tout à l'heure, est devenu un marché de distribution, et on s'aperçoit que la marque est entre les mains d'un distributeur ou d'un ancien distributeur, bref. Donc, si tout se passe bien, on va voir cette personne qui, très souvent, va accepter de rendre la marque. C'est une formalité pour eux. Ils l'avaient fait pour se protéger. Comme tu le dis, Camille, ils voulaient se garder le pouvoir d'envoyer les containers hors de Chine à leurs clients et pas se faire barrer ce droit-là et se faire rançonner. Quelques années plus tard, si vous voulez distribuer en Chine et que vous n'avez pas pris soin d'enregistrer votre marque, eh bien, il faudra soit la racheter, soit changer de marque. C'est malheureusement l'illustration que le contentieux sur la récupération de la marque ou l'annulation d'une marque est très compliqué en Chine. On a régulièrement des dossiers de rachat de marque. Comprenez bien, hein, si vous mettez des magasins en Chine avec une marque détenue par un tiers, vous pouvez vous retrouver dans une situation où les magasins sont fermés. Alors, c'est aussi vrai des brevets. C'est aussi vrai de toutes les autres IP. À nouveau, sur les brevets, on a vu l'exemple de Schneider et des utility models. Et c'est dans ce contexte-là, si tu veux bien aller sur le slide d'après, que
On fait parfois du suivi des IP audits qui permettent en fait à nos clients de clarifier d'abord leur position sur l'enregistrement de leurs IP en Chine, mais aussi l'enregistrement des partenaires. Et c'est toujours très intéressant de voir comment évoluent, comment les concurrents, par exemple, quelle politique d'enregistrement vont-ils avoir? Qu'est-ce que ce concurrent va protéger? Est-ce qu'il protège les produits? Est-ce qu'il protège un élément du produit, c'est-à-dire des vis? Est-ce qu'il protège même les équipements de production des produits? Donc, on voit différentes politiques qui vont permettre ensuite à des acteurs d'engager des actions contre leurs concurrents, soit pour les interdire lors d'un pitch, soit leur interdire l'exportation de leurs produits hors de Chine, soit interdire même la production parce qu'on utilise des outils de production qui ont été brevetés par un concurrent, quand on a des industries où il faut innover dans l'outil de production, et notamment la robotisation, etc. Alors, un exemple très concret, j'ai un client qui fait des équipements pour les laboratoires, très complexes, avec beaucoup de données à analyser. Son distributeur a déposé un brevet sur l'analyse des données de cet équipement. Et en fait, grâce à ça, et le client ne le savait pas, et grâce à l'IP audit, il s'en est aperçu, c'est grâce à ça, en fait, son distributeur bloquerait d'autres distributeurs qui voudraient utiliser cet équipement, le vendre en étudiant les données avec sa méthode à lui. Donc ça, c'est extrêmement malin. Et encore une fois, ils entourent, hein, vous avez compris, ils crandent des positions, c'est le jeu de Go, ils encerclent pour mieux contrôler. Donc il faut soi-même réagir comme ça. Voilà. Alors, c'est une politique qu'on voit aussi aux US, hein, c'est une politique qu'on voit dans des pays qui ont des niveaux de maturité sur les IP qui sont élevés. Sur un point maintenant sur le financement, l'IF est partenaire de l'INPI, et donc dans le cadre de ces partenariats, on a pu négocier de la prise en charge des coûts de protection. Et cette prise en charge par l'INPI peut couvrir la protection des IP, mais parfois même la rédaction de contrats, ou par exemple dans des contrats de franchise où on fait référence à des licences de marque. Voilà, donc c'est un financement qui est encadré, qui est pris en charge, qui permet de prendre en charge jusqu'à 6 000 € sous certaines conditions. Donc, ne pas oublier qu'il y a des moyens de financer votre protection, de moyens de financer vos contrats, de moyens de financer votre création de droit en Chine à travers l'INPI. Et c'est vrai aussi du financement que peut offrir Lucile, qui va vous en parler. Lucile, je t'en prie. Oui, merci Bruno. Dis-nous en plus. Bonjour à tous, merci de votre présence. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui des solutions de financement qui peuvent vous accompagner justement au développement de votre entreprise en Chine, et aussi de se prémunir des risques, notamment sur l'IP. Je vous présenterai tout ce qui peut vous amener à aller plus vite justement sur ce pays-là. Quelques mots sur BPI France. Donc, BPI France, c'est la banque publique d'investissement qui a été créée en 2012, qui a pour mission d'accompagner les entreprises à tous les stades de développement, de l'amorçage au développement, à l'industrialisation jusqu'à la transmission, afin de pouvoir vous accompagner sur différentes questions opérationnelles et financières sur tout le développement de l'entreprise. On a 3 activités principales qui sont l'investissement, avec l'investissement en fonds propres dans les entreprises françaises, dans différents secteurs d'activité stratégiques pour l'économie française. L'investissement également dans des fonds d'investissement qui permettent en fait de structurer le marché du capital risque et qui, par la suite, eux-mêmes réinvestissent dans des entreprises françaises. Donc ça, c'est vraiment la partie fonds propres. La deuxième partie, le financement, là, on vient en fait financer à travers notamment tout ce qui est financement de l'innovation des entreprises à des stades de R&D ou d'industrialisation, afin en fait de cibler certains secteurs spécifiques qu'on souhaite développer, qui sont stratégiques pour la France, et rendre plus compétitive notre économie. Elles sont basées sur des
sur les politiques économiques du gouvernement, et elles permettent en fait de mettre en place des subventions, des prêts ou des avances remboursables qui permettent voilà, d'amorcer les projets, aller plus vite, et également aussi tout ce qui est garanti pour garantir le développement de l'entreprise sur de l'assurance. Et en dernier point, la partie internationale, qui là en fait vient accompagner les entreprises à l'international pour se développer plus rapidement, soit via des solutions de financement donc purement financières, soit via des assurances, qui est la troisième activité, qui là vient couvrir en fait les risques des activités des entreprises françaises à l'international, et qui propose différentes possibilités, de l'accompagnement au développement commercial jusqu'au risque pays, à l'assurance export pour garantir les prêts de financement auprès d'un acheteur étranger, ce qui permet vraiment d'accélérer le développement et le déploiement des entreprises et en même temps de se prémunir de certains risques. BPI France, on est 3000 employés. Excuse-moi, on est 3000 employés répartis sur toute la France, majoritairement en région, afin de pouvoir être près des entreprises et de les accompagner vraiment dans toute leur évolution, à chaque moment important de leur développement. Et quand il y a une question opérationnelle, on est très proactif sur notre capacité à y répondre rapidement. On a 9 bureaux à l'international qui permettent en fait d'accompagner vraiment ce déploiement à l'international sur tous les continents et qui donnent aussi accès à notre réseau qu'on développe au fur et à mesure des années. Donc, c'est 80 000 entreprises accompagnées depuis plusieurs années, 50 bureaux en France. Tu peux passer à l'autre slide. Donc, sur la partie internationale, BPI France a développé tout un continuum dédié à ce déploiement qui va en fait de la formation des entrepreneurs via une plateforme qui s'appelle BPI France Université jusqu'à des produits d'assurance qui sont par exemple la garantie de projet à l'international. C'est un continuum qui permet vraiment d'accompagner sur la construction d'une stratégie, le financement d'une vente, la sécurisation d'un contrat et également la sécurisation d'un investissement à l'étranger, ce qui permet vraiment d'aller plus vite, se développer et se prémunir sur des risques qui ne sont pas couverts par d'autres acteurs et qui permettent vraiment de vous accompagner sur le développement et pérenniser le développement des entreprises françaises et la compétitivité de la France. Next slide, s'il te plaît. Je vais aller plus dans le détail sur certains produits qui pourront vous accompagner justement sur le développement des activités en Chine. Ce sont des produits qui permettent en fait de notamment se développer, mais aussi de se prémunir soit du risque pays, soit du risque économique, par exemple via la création d'une filiale. Le premier produit, c'est l'assurance prospection, qui est un produit qui permet en fait d'avoir une avance pour le développement commercial d'une entreprise dans un pays donné ou dans plusieurs pays donnés. On va jusqu'à 15 pays. L'objectif de cette assurance, c'est qu'on va venir garantir une partie des dépenses commerciales que vous allez faire sur un pays. Donc, les dépenses commerciales, elles peuvent être diverses et variées. On a une liste très grande de possibilités et de dépenses éligibles qui vont de la création d'un département export à l'appel à un cabinet juridique, notamment pour des questions d'IP, de contrat commercial. Donc, on est capable voilà, de financer ces conseils-là et également, par exemple, sur le conseil à l'export, comme avec des sociétés telles que VVR qui peuvent vous accompagner justement sur votre déploiement, sur des aspects très commerciaux de votre stratégie de déploiement. Donc, l'assurance prospection, c'est une assurance qui va se débloquer à partir de 30 000 €. Donc, on va établir avec vous un budget prévisionnel avec des dépenses éligibles qui sont en fonction de la liste qui sera donnée ou qui peuvent nous être demandées également. Et à partir de là, une fois qu'on sera mis d'accord sur le budget garanti, à la signature du contrat, on vous fera 70% d'avance à la signature, ce qui permet vraiment de débloquer des besoins en fonds de roulement de l'entreprise pour amorcer justement ce déploiement commercial. Donc, ça permet vraiment d'aller plus vite, déployer des nouvelles personnes, par exemple, sur le terrain. Le recrutement d'une personne à l'export est également éligible à cette assurance-là.
Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises qui souhaitent aller plus vite. Est-ce qu'on peut aller sur Oui. Exemple, l'exemple très classique, c'est une société qui espère faire 1 million d'euros en Chine à 3 ans. Il va y avoir 100 000, 100 000, 100 000 euros sur 3 ans, 300 000 euros. On est en train quand même de parler d'à peu près 150 000 euros, parce que c'est 65% de 300 000, c'est 70% des 65% de 300 000, donc grosso modo 50%. C'est 150 000 euros de cash-in pour la société, pour dépenser 100 000 euros la première année et 100 000 euros la deuxième année. Donc en fait, ça garantit le lancement, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et après, donc ça finance le lancement, et ça garantit en cas d'échec au bout des 3 ans 65% du montant investi. Donc c'est vraiment révolutionnaire, et c'est vraiment spécifique à la France. Il faut l'étudier. Par contre, il y a des exigences sur les fonds propres, sur la rentabilité, etc. Et ça, Lucille pourra vous expliquer tout ça. Si tu peux juste aller sur la next slide. Bien sûr. Donc là, voilà, c'est ce que disait Camille, c'est l'exemple type d'une assurance prospection. Elle va se mettre en place en 3 phases, avec une période de prospection qui va être de 2 à 4 ans, où là, en fait, on va laisser l'entreprise prospecter dans le marché donné. La période de garantie, elle est choisie par l'entreprise. Donc, ça dépend vraiment de la stratégie qui va être élaborée à l'international. Il n'y a pas d'obligation de durée, donnée dans la durée de 2 à 4 ans. La deuxième phase va être une phase de franchise. Donc là, on va vous laisser en fait continuer à faire du chiffre d'affaires sur la zone. Et en troisième phase, on aura la phase de remboursement où en fait, on va évaluer en fonction de l'objectif de chiffre d'affaires qu'on aura établi à la signature du contrat, le succès ou non de cette prospection. En cas d'échec de cette prospection, on viendra vous demander seulement 30% de l'avance qui a été faite. Donc, ça permet vraiment, en fait, on vient prendre le risque avec vous de votre développement commercial. Ça vous permet, en cas d'échec, de pouvoir aller sur de nouveaux pays et éviter voilà, une trop grosse perte financière de la prospection que vous avez pu mener. Comme disait aussi Camille, on n'ira pas au-delà des fonds propres pour le financement de cette avance remboursable. Donc voilà, il y a quand même aussi des conditions financières. Il faut au moins un bilan afin de pouvoir être éligible à cette assurance prospection. Et cette assurance prospection peut être demandée chaque année. Bien sûr, on vous demande d'être capable aussi d'établir une stratégie sur du long terme et de pouvoir en fait se dire voilà, j'ai besoin de temps sur plusieurs années afin d'élaborer ma stratégie financière. Next slide. Le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est la garantie de projet international. Donc là, c'est un produit qui permet en fait de venir assurer l'investissement en fonds propres dans une filiale à l'étranger. Donc, par exemple, une entreprise qui souhaite ouvrir une filiale en Chine et qui va mettre 100 000 euros en fonds propres, ça paraît peut-être un peu peu, peut-être Camille me dira peut-être le contraire, je ne sais pas. En général, les investissements sont un peu plus élevés. Là, on va venir en fait garantir à hauteur de 50% l'apport en fonds propres. Donc, en cas d'échec économique de la filiale, on viendra en fait vous rembourser 50% de l'investissement qui a été fait. C'est une garantie qui est établie sur 3 à 7 ans et qui permet vraiment de garantir, de prendre le risque avec vous de cet investissement et en cas d'échec, de vous laisser en fait une partie de cet investissement afin de le réinvestir ailleurs, soit dans un autre pays, soit réinvestir dans la société. C'est une garantie qui est rétroactive sur 6 mois et qui permet, en fait, en cas d'apport en fonds propres dans les 6 derniers mois, d'être garanti sur cet apport-là. On peut avoir plusieurs garanties sur une filiale. En fait, à chaque nouvel apport en fonds propres, ou par exemple sur un rachat d'actions sur une filiale étrangère, on pourra refaire une garantie. Bien sûr, on viendra étudier le dossier en amont en fonction des critères d'éligibilité, donc avec un chiffre d'affaires de moins de 460 millions d'euros, un actionnariat majoritairement européen et à destination des PME et ETI françaises.
Alors à noter, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, pour mes clients, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, en utilisant ce système-là, ils rassurent les banques parce que ça veut dire en Chine, en fait, comme vous êtes obligé d'investir pour financer en fonds propres, pour financer le BFR et cetera, c'est tout de suite des gros investissements. C'est pas seulement le capital, hein, c'est CAPEX plus OPEX sur les 2 premières années. Donc on est vite sur 500 000 €, voire 1 million d'euros tout de suite, hein. Donc ça rassure les banquiers parce qu'ils se disent: «Si par hasard, la société ne marche pas et qu'on est obligé de fermer l'usine, eh ben, il y aura une garantie de 50 et la deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est assez peu cher. BPI, de façon générale, étant une banque, publique, les services proposés sont assez peu chers et ça sauve des entreprises qui ont pendant 2, 3, 4, 5 ans cash burné sans réussir et qui peuvent sortir sans plomber leur bilan à hauteur de, tout le capital qu'ils ont investi, hein. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Oui, c'est Donc vrai, en fait, pardon. Le pourcentage de FI qui sera appliqué est de 2% pour la Chine. Donc c'est vraiment très peu coûteux pour l'entreprise, pour le risque qu'elle prend et le prix qu'on prend aussi avec vous. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir s'y attarder quand il y a un investissement en Chine qui s'y fait. Quand il y a un investissement à l'étranger, il y a également parfois, au-delà de garantir justement l'investissement qui a été fait, de pouvoir aussi le financer. Toutes les entreprises n'ont pas forcément les fonds propres et les capacités financières pour justement aller à l'étranger, racheter une filiale ou en créer une. Donc il y a le prêt à croissance internationale qui a été créé, qui peut permettre, en même temps que la GPI, la garantie de projet international, de financer le projet. Donc là, ça va être un prêt classique où là, on va venir en fait financer les investissements immatériels, le besoin en fonds de roulement de l'entreprise qui a un projet à l'international. C'est un prêt non affecté sans garantie. On ne viendra pas demander de garantie auprès du dirigeant. C'est un prêt qui sera entre 30 000 € et 5 millions d'euros, avec une spécificité propre à BPI France, c'est qu'à partir de 150 000 €, on viendra cofinancer avec une banque traditionnelle. C'est-à-dire qu'on viendra en fait faire un effet de levier avec un financement amené par une banque française que vous connaissez. Donc la banque, par exemple, financera 150 000 €. Nous, on viendra financer 150 000 € également. Au-delà de ça, en cas de demande de la banque de garantie auprès de l'entreprise, on est capable aussi d'apporter ce qu'on appelle aussi une garantie, à hauteur de 65% sur le prêt fait par la banque. Donc en fait, on vient dérisquer la part bancaire, la part de la banque traditionnelle qui aura plus l'envie et le désir de financer votre projet à l'international. Donc au-delà de financer, on garantit même la part de la banque traditionnelle. Donc c'est vraiment, on vient vraiment dérisquer toutes les parties de ce financement-là. C'est un prêt qui dure de 3 à 7 ans et qui est à taux fixe, qui change en fonction de la conjoncture. Donc je ne pourrais pas vous donner de taux actuellement, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions, notamment sur l'un des produits, sur le mécanisme et les processus d'application à ce genre de produit. Next. Le temps Ouais. avance. Vas-y, je t'en prie, hein. Tu disais quoi, Camille? Non, je disais, je vois que le temps avance parce que Oui, pardon. Ouais, il y a pas de souci. Je t'en prie. Et enfin, je vais aller rapidement et enfin, le dernier produit qui là est en fait le crédit export qui permet en fait de venir financer un acheteur étranger dans le cadre d'un contrat commercial à l'export. Donc là, en fait, on va venir offrir à l'acheteur étranger un moyen de financement pour financer l'achat de biens, d'équipements ou de solutions françaises. Un des prérequis qui est demandé dans ce crédit export, c'est qu'une part française sera demandée à hauteur de 20% pour les entreprises de moins de 150 millions d'euros et à hauteur de 50% pour les entreprises de plus de 150 millions d'euros. On peut également financer les parts de production locale en fonction en fait, de la part française qui sera donnée, ce qui permet vraiment en fait, de financer tout le contrat commercial. On vous accompagne en amont en fait, à l'élaboration et la négociation du contrat pour arriver en fait, avec une offre pré-rédigée. Il y a 2 types de possibilités qui peuvent être faites. Le rachat de crédit fournisseur.
Donc là, on viendra en fait racheter directement la créance auprès de l'entreprise française qui aura octroyé un prêt auprès de l'entreprise. Donc là, en fait, on viendra juste racheter la créance commerciale sur le bilan de l'entreprise, ce qui permet en fait de permettre à l'entreprise française de pouvoir se refinancer par la suite et alléger son bilan. Et deuxièmement, le crédit fournisseur, où là, on viendra directement financer l'acheteur étranger, donc ce sera un contrat tripartite où on viendra financer directement l'acheteur étranger pour l'achat de biens et de matériel français. Donc là, on est sur des montants entre 1 million et 25 millions pour ces deux produits-là, avec une spécificité pour le crédit acheteur à partir de 5 millions. C'est un prêt de 2 à 10 ans. Tu peux aller sur la next slide, s'il te plaît. Donc voilà, là, on parlait de la part rapatriable. Et en fait, on va venir aussi également couvrir le risque de non-paiement de l'entreprise via une assurance export qui va venir, voilà, en cas de non-paiement de l'acheteur, on va venir s'assurer on va venir se prémunir du risque de non-paiement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on calcule la part rapatriable qui est finançable à hauteur de 85%, auquel on applique aussi également une part de contrat sous-traité localement où on pourra financer jusqu'à 50%. Il y a un acompte Oui, je t'en prie. Il y a un acompte qui est demandé de 15%, qui peut être éligible à un financement, mais sous condition. Donc, c'est vraiment, il faut venir vraiment en amont du contrat commercial pour qu'on puisse vraiment élaborer avec vous, structurer le financement, vous accompagner dans la mise en place du financement à l'export. Et ça permet vraiment d'arriver, par exemple, avec une offre commerciale complète avec la partie commerciale et la partie financement pour votre acheteur étranger. Oui, et je dirais que c'est vrai que c'est complexe d'approche, mais c'est pour ça que Lucille est là, pour analyser vos dossiers et vous passez beaucoup d'énergie là-dessus et c'est très efficace. Donc là, je vous parlais juste en amont de l'assurance crédit qui vient en fait garantir le risque de non-paiement sur le crédit export. C'est une offre qui est aussi également applicable à travers en fait des prêts que vous pouvez aussi octroyer auprès des prêts export que vous pouvez octroyer auprès des banques traditionnelles. C'est le même mécanisme que ce qu'on applique nous dans le financement export BPI France. On vient en fait se prémunir du risque de non-paiement de l'acheteur à hauteur de 95%. Et donc, on peut juste venir aussi, juste vous assurer le prêt export que vous avez pu contracter auprès d'une banque traditionnelle. On n'est pas obligé de venir faire le financement également. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter, Élodie et moi, en cas de questions. On y répondra avec plaisir. Merci beaucoup, Lucille. Et maintenant, je laisse à Hervé le soin de partager son expérience. Alors, je vais stopper le screen share parce que ce qui est intéressant, Hervé, c'est de te voir. Je t'en prie, c'est à toi. Merci de prendre du temps, sachant que je sais que tu as un train derrière. Donc, je te laisse gérer le timing. Je ne vais pas très loin, mais ça va le faire. Merci beaucoup à tous. Donc, comme je l'ai indiqué en introduction, donc nous, notre société qui s'appelle Tiamat, qui est une spin-off du CNRS, a mis au point une batterie sur base de sodium-ion et qui s'affranchit finalement de la dépendance du lithium, nickel, cobalt, ce qui aujourd'hui fait énormément de sens. Un, en termes de disponibilité, de coût de ces matériaux-là, et deux, en termes de souveraineté d'appro, puisque la majorité de ces matériaux-là sont aujourd'hui minés à tous les coins du monde, mais qui sont des mines qui sont aujourd'hui en propriété majoritaire chinoise. Donc notre proposition, effectivement, nous permet aujourd'hui de s'affranchir de tout cela. Donc une invention française, CNRS, on existe depuis 2017 et puis on est en plein développement maintenant suite à la phase de R&D, développement commercial. Donc nous, on fabrique ces petites choses-là qui sont un format standard, on les fabrique à Amiens, ici au nord de Paris, et notre développement commercial a commencé à nous indiquer que les formats de batterie que nos clients souhaitaient essayer dans un premier temps étaient différents que ceux que l'on pouvait fabriquer. Et en l'occurrence, avait cette forme-là, pour ceux qui ont connu une grosse forme de cassette vidéo, on va dire, VHS, et qui aujourd'hui ne nous permettait pas de produire puisque nous n'avons pas les équipements pour cela et nous n'avons pas prévu dans l'immédiat de faire un investissement puisque nous sommes dans une phase de développement commercial, donc on a voulu le faire différemment. Donc on a cherché en Europe des gens qui étaient capables de nous fabriquer ces trucs-là sur la base de notre technologie et on a eu beaucoup de mal, et à tel point qu'on n'y est pas arrivé du tout.
puisque ces capacités-là n'existent absolument pas en Europe aujourd'hui, ou sont très, 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 très rares, puisqu'on a facilement 20 ans, 30 ans de retard sur le sujet en Europe versus l'Asie. Donc, naturellement, on a cherché à trouver un sous-traitant qui était capable de finalement nous produire ces choses-là à partir de notre technologie-là, puisque nous avons un process book, nous avons les matériaux, nous avons etc. Donc l'idée, c'était d'envoyer les matériaux en Chine, ce qui est finalement l'inverse de ce qui se passe de façon habituelle, d'avoir de nos cellules produites en Chine et renvoyées depuis la Chine vers l'Europe pour ensuite qu'elles soient mises à disposition de nos clients. Et lorsqu'il a fallu faire cela, eh bien, on s'est posé des questions un peu existentielles et en se disant, mince, c'est assez. Comment est-ce qu'on va faire pour aller trouver des partenaires en Chine? Et c'est là que. Alors, je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, Camille, mais j'ai eu connaissance effectivement de l'existence de VVR. On a discuté ensemble il y a maintenant facilement 1 an et demi. Et je suis venu te voir dans ton bureau, là, je m'en rappelle encore. Et puis, on a dit, bon, ben voilà, comment est-ce que je fais aujourd'hui pour, trouver des partenaires? Alors, à l'époque, nous avions déjà un partenaire chinois avec qui nous discutions sans avoir consommé, je dirais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour verrouiller la relation avec ce partenaire-là de fabrication de batteries? Et c'est là que, avec VVR, on a commencé à travailler sur le sujet en accompagnement, en rédaction de contrats, et aussi avec l'appui de l'IF d'ailleurs par là même, puisque ces contrats-là ont été, comment dirais-je, validés et ont été guidés par les équipes locales et françaises pour arriver à faire cela. Entre-temps, bien sûr, notre premier partenaire que nous avions identifié en Chine nous a lâchés pour des raisons stratégiques et d'ailleurs, ce qu'avait prévu VVR est arrivé, hein, puisque c'était un partenaire à majorité, je dirais, étatique. Et de fait, bien, les directions ayant changé, et tout d'un coup, projet fini, au revoir et finito, comme dirait notre président préféré. Donc, on a dû retrouver un partenaire en urgence. Et là, pour le coup, VVR a été à la première garde avec les équipes chinoises, hein, Ma en particulier, avec qui on s'entend super bien, sont allés dans les salons, sont allés voilà, pour essayer de trouver des gens, vendre un peu la techno avec un pager qui a été fait en chinois par VVR, bien sûr avec nos inputs. Et on a fini par trouver, VVR a fini par trouver une shortlist de 2-3 candidats qui étaient capables de produire en sous-traitance nos batteries. Et donc on est parti avec ce nouveau sous-traitant. Et c'est avec ce nouveau sous-traitant-là qu'on a fait un premier lot en janvier-février d'une 200aine de cellules. Et on est en ce moment même en train de faire un deuxième lot d'à peu près la même quantité. Et puis ensuite, en deuxième semestre, c'est 2400 cellules qu'on fera et 18 000 en 2023. Sur ces entrefaits, nous avions un contrat que nous avions donc fait avec VVR, avec l'IF et avec le sous-traitant, qui comportait simplement un premier volume de sous-traitance. Et nous sommes aujourd'hui dans des discussions avec ce sous-traitant, ce partenaire, puisque ce partenaire souhaite aujourd'hui produire nos produits sous licence Tiamat pour une zone géographique chinoise. Et la suite des productions se fera sous cette, je dirais, sous cette condition. Et c'est maintenant la deuxième page, entre guillemets, du projet que nous ouvrons avec les mêmes partenaires, hein, pour pouvoir aller discuter cela. Je voudrais juste ajouter aussi que nous avons bien sûr commencé cette expérience juste au début de la pandémie. Donc, nous n'avons jamais eu la possibilité de mettre les pieds en Asie et en Chine en particulier pour assister, être là, présent pour la fabrication. Et que fort heureusement, on a les équipes VVR locales qui ont beaucoup aidé à fluidifier les échanges et autres. Mais tout ce qu'on a fait là, on l'a fait en sous-traitance visio, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais mis les pieds. Pour ceux qui connaissent un peu le business de la batterie, à mettre au point une industrialisation sur une ligne de Gigafactory quand on vient de ça, alors ça veut peut-être dire que notre process book était de qualité et que notre matériau est facile à produire, mais ça veut surtout dire qu'on a été bien épaulé, mais que maintenant, bien sûr, il va falloir que l'on puisse y être présent et y être présent avec VVR et nos équipes lors des prochaines productions, puisqu'il y a encore des choses qui sont très spécifiques et qu'on a des difficultés à discuter aujourd'hui en visio, mais on y est arrivé quand même grâce à cet apport-là.
Voilà en gros le témoignage. Je ne sais pas si Camille, tu veux Ouais, ajouter des je voudrais choses. rajouter quand même quelque chose parce que là, la première chose, c'est constater qu'en France, aujourd'hui, on manque d'un certain nombre de capacités d'industrialisation. La Chine peut les offrir, mais que deux, c'est les offrir, c'est se protéger avec l'IP. Et ça a été toujours tout le travail de l'IF pour être certain que, parce que je peux vous dire une chose, les partenaires chinois, si vous leur laissez l'opportunité, hein, ils vous appellent pas pour vous dire est-ce que je peux produire ta techno et la vendre en Chine. Hein. Donc, c'est une sécurisation qui les amène à accepter un licensing. Hein. C'est ça la réalité. Et trois, c'est la production en Chine pour demain investir en France et produire en France. Et c'est ça le projet. Et produit en France, d'ailleurs, avec le partenaire chinois qui va peut-être investir, comme on l'a vu d'ailleurs, dans les gigafactories dans le nord de l'Europe. Donc c'est pas juste produire en Chine, non, c'est demain produire en France, industrialiser la France pour répondre aux clients français qui sont que du tier one automobile. Hein. Là, on parle de gens extrêmement exigeants d'un point de vue qualité, mais avec des investissements, on parle de 15, 20, 100 millions d'euros d'investissement. Hein. C'est pas 500 000 euros d'investissement pour monter une ligne, hein. C'est ces montants-là. Donc c'est un projet sino-français pour développer demain l'industrie française. Peut-être si tu veux faire un Non, point. tout à fait, tu as raison. C'est un tremplin finalement pour notre développement commercial. Hein. Le but étant de trouver ses premières capacités en utilisant des OPEX et ensuite, bien sûr, avec des CAPEX, investir dans nos capacités en Europe. Et effectivement, la relation avançant, et c'est là où l'input de VVR est intéressant parce qu'il faut savoir avancer ses pions sans trop se dévoiler et trop en dire non plus, mais ne pas exclure l'idée potentielle que ce prestataire-là, enfin ce partenaire-là puisse investir à nos côtés en Europe avec nous dans une unité de production pour les volumes européens, tout en bénéficiant aussi d'une licence, par exemple, et c'est ce qu'ils demandent, hein, entre parenthèses, une licence sur le marché chinois, sur une zone géographique, pour pouvoir produire du Tiamat en Chine, sur une zone donnée. Donc oui, tout à fait, c'est une première étape. Et c'est là où il faut être super malin, parce qu'il ne faut pas dire un mot de trop qui pourrait géopardiser la suite. Et pour ça, je peux vous garantir que j'ai souvent même en call, hein, puisqu'on fait des calls ensemble, c'est assez rigolo, vous avez des pop-up qui apparaissent, dis pas ça, non, dis pas ça, etc. Et VVR aussi, je tiens à le dire, que ce soit Camille ou même les équipes européennes parlent couramment chinois. Donc dans une call, pour ceux qui en ont déjà fait entre la France et la Chine, c'est toujours difficile de faire tout en anglais directement et c'est très agréable d'avoir la traduction en live, la discussion en chinois avec des Chinois et aussi surtout de capter un petit peu les messages et les discussions en basse qu'il peut y avoir de l'autre côté tout en comprenant les choses. Donc voilà en gros l'expérience qu'on a et je ne saurais que vous conseiller de suivre la nôtre si vous avez le même besoin puisqu'elle elle est très positive. Merci beaucoup Hervé, merci à tous. Alors midi 04, on a 4 minutes de retard. S'il y a des questions, si on est là, on est disponible, on est prêt à y répondre tous ensemble. Non, s'il n'y a pas de questions. Dans ces cas-là, il me laisse à vous remercier tous d'être venus, d'avoir écouté, d'avoir participé. Merci beaucoup à toi, Lucille, pour ton exposé et puis pour tout le support que tu vas pouvoir apporter aux entreprises françaises. Si vous voulez un petit mot de la fin, Lucille, Bruno, Hervé, je te laisse commencer, Lucille. Non, merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. On essaiera d'y répondre le mieux et le plus rapidement possible. Bruno? Merci Lucille, tu as complètement conclu très correctement. Donc j'ajouterais juste que effectivement le témoignage d'Hervé n'est pas unique et je crois qu'il faut aussi écouter les bonnes histoires qu'on n'entend jamais malheureusement quand on parle de commerce international. Et c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour les US, c'est vrai pour beaucoup de pays. Je redis ce que j'ai dit, n'hésitez pas à franchir le pas, même s'il fait très peur à l'origine, parce qu'on a notre IP, nos petits brevets, nos machins, nos trucs. Si on est bien accompagné, le risque est fortement limité et il vaut mieux se développer en ayant pris des risques que de végéter sans prendre de risques. Voilà.
Merci Hervé. Et en conclusion, moi je dirais une seule chose, c'est qu'en fait, on parle de professionnalisation. La Chine est devenue hyper professionnelle sur la gestion des brevets de l'IP, hyper professionnelle sur les négos. Mais croyez pas, les Américains nous ont planté, J nous a planté. Enfin, regardez ce qui se passe. C'est pas que la Chine, hein, c'est le monde entier. Donc, il faut se professionnaliser, il faut mettre les bonnes compétences et il faut y aller si on veut renverser la balance commerciale avec les Chinois. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.